Près de 2 millions de vues pour le message d'adieu de Ronaldinho sur Instagram. Ronnie, on va en parler dans cette classe foot, la première de 2018, avec toute l'équipe. Un message plein d'émotions, bien sûr, pour les fans de foot et de Joga Bonito. Mes élèves sont prêts, c'est parti, rentrez dans la classe. C'est le retour, le grand retour de la classe foot, 15e émission avec toute la famille. Ici, pour la première de 2018, toute l'actu foot, c'est chaque vendredi chez la First Team, justement. Mes élèves ont eu une difficile rentrée, mais ils m'ont promis le feu aujourd'hui pour cette nouvelle émission, pour les retrouvailles. De Marseille à Paris, il n'y a qu'un pas. Erwan Abotret, Thomas Dufan sont là, bien sûr. Of course, maman. Ça va, les gars? Bonne année à tous. Hein, Bonne année à tous. Très bien. On va très bien à Marseille, on va très bien. Quel rapport avec Marseille, là? Je sais pas, j'avais envie de placer Marseille. déjà. Je suis dans mon personnage. Emmanuel Moine, bien sûr, avec nous. Salut les gars, bonne année à tous. La santé, le reste, on s'en occupe. Et on va parler de Marseille dans cette deuxième moitié de saison, à mon avis. Et le directeur de la publication de My Goal, notre partenaire Maxime Orbet, est là. Il est lillois, il est toujours là et il est fier de l'être. Ouais, il est toujours en forme, prêt à aborder 2018 comme on a terminé 2017. Merde. Aujourd'hui, gros programme. Manu, tu descends. Manu va sniper, va s'attaquer à Tony Chaperon et à l'arbitrage. Il avait envie, on lui a donné les clés. On a hâte d'entendre ça dans la récréation. Gros débat sur Neymar. Neymar flambeur, arrogant, génie, sans élégance. On va voir ce que vous en pensez, ce qu'ils en pensent aussi dans cette salle de classe. Après son match fabuleux mercredi soir face à Dijon, l'instant My Goal sur Ronnie, Ronaldo de Assis Moreira, 37 ans, c'est la retraite. Ça vous fait chaud, froid? Vous nous dites ça aussi dans les commentaires. Les pronos PMU. Il y aura également l'interrogation surprise pour remettre le trophée comme chaque semaine. Et tout de suite, trêve des bavardages, les news. Van Basten, schitterend, Marco Van Basten. Les news de la classe foot en une touche, comme d'habitude, ça veut dire qu'en une touche, on s'échange la balle très vite sur ces news de ces dernières heures, de ces derniers jours. Première news, bye bye Jocelyn Gourvenec, c'est fini à Bordeaux, tout comme Toulalan qui prend la porte par la même occasion. Il s'en va alors que Bordeaux est 13e, 3 points devant le premier relégable. Ils sont dans de beaux draps. Est-ce la descente aux enfers ou ça va repartir? Vous les voyez en Ligue 2? Voilà la question que je vous pose. À vous la balle. Moi, Gourvenec, je pense que c'est logique qu'il soit mis sur la touche, clairement. C'est un bon coach. Honnêtement, je pense que c'est un bon coach. Je l'ai vu avec Guingamp, mais on a vu ses limites. C'est-à-dire que quand c'est le feu, c'est pas quelqu'un qui arrive à rameuter les troupes. C'est pas quelqu'un qui arrive à avoir des discours pour transcender son vestiaire. On l'a clairement vu avec Bordeaux. Et pour avoir eu quelques infos, parce qu'on a la chance avec Thomas d'avoir un ami qui a joué pour lui, c'est pas un mec qui se fait énormément respecter quand il a des caractériels. Et ça s'est vu. Il a jamais réussi à inverser la tendance. Donc voilà, bon coach, mais on a vu les limites. J'ai presque envie de te dire, c'est l'anti-Galtier. Ouais, c'est l'anti-Galtier. Et tu fais bien de dire ça. Il y a un gros reproche qui a été fait à Gourvenec. Alors, quand tu écoutes les médias aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle beaucoup plus de la gestion de ce club, notamment du président, notamment de l'actionnaire et d'autres personnes qui gravitent dans la direction. L'accent est plus mis là-dessus. Mais Gourvenec, il faut quand même parler des stats. 12 défaites en 16 matchs, 8 points pris en 14 journées. Et ce qu'on lui a reproché, notamment à Gourvenec, c'est d'être un petit peu souple aussi. C'est d'être un petit peu souple. C'est d'être un petit peu souple. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui en régie, c'est pour ça. D'être un petit peu souple justement vis-à-vis des joueurs. L'actionnaire lui demandait un coup de gueule après la défaite contre Amiens et il arrivait en conférence de presse et c'était plutôt béni oui quoi. Donc c'est vrai qu'il est assez léger, mais je pense que vous allez parler de la gestion de ce club, messieurs, quand même, parce qu'il faut en parler. Mais ouais, ok, Gourvenec devait partir, mais par contre le timing dans la gestion de la direction, franchement, la Bordeaux, c'est n'importe quoi. Si tu veux virer Gourvenec, tu peux le faire en décembre avant la trêve. Là, tu le fais juste après victoire-défaite, je pense. Enfin, ils perdent contre Granville. Là, on aurait pu le virer parce que c'était catastrophique. Il fallait le virer, même. Mais même après, quand on se rend compte ce qui se passe avec Toulalan et peut-être Soucaré. Sankaré, c'est faux. C'est Toulalan qui a demandé à partir. Hein. Qui est parti. Oui, mais c'est lui qui a dit je veux me barrer. Parce qu'il était très proche de Gourvenec et Gourvenec lui avait demandé de pousser une année en plus. Il voulait prendre sa retraite à la fin de saison dernière. Et voilà, il est parti. Mais quel signe t'envoies aussi à tes supporters en disant ton entraîneur et ton capitaine partent le même jour?
si vous voulez partir, les joueurs, allez-y, hein, pas de problème, vous envoyez une lettre. Si vous voulez faire des vidéos où vous êtes tout sourire après une défaite, allez-y, pas de problème. Je trouve que la gestion du club est très mauvaise ces temps-ci. Parmi les signes envoyés, le président Martin l'a dit, on attend de trouver un entraîneur pour virer Domenech. Il l'a carrément dit, tellement il est bon en Gourvenec, pas Domenech. Domenech. Gourvenec. Tu vas avoir des problèmes, toi. Estelle, elle va t'appeler, elle va gueuler. Hein. Gourvenec, en effet. Alors, il est passé par Bordeaux en plus. Moi, j'ai un coach. Vas-y, balance. Eli Bop. Le retour des champions 99, Feiduno au Parc des Princes, incroyable. T'en as marre de le voir à la télé? Ouais, T'en as marre de le voir en Non, coach? je pense que. On parlait de charisme, mais voilà. Je pense que c'est un bon match. Ils ont fait un bloc bien. Et en parlant de Gourvenec, mettez-moi 2 N s'il vous plaît parce que j'ai les yeux qui saignent. Gourvenec. Et donc Eli Bop, non, t'y crois Non, vraiment non, parce que je c'est vais un nom qui l'aller est sorti réellement. Attends, c'est pas une Ricardo Bah oui, je sais aussi. bien, mais Il y a eu c'est Ricardo, incroyable. le nom qui est sorti aussi. Ricardo, c'est le Ricardo est retour. sorti. Mais c'est remis Ricardo parce qu'il est. Ouais, c'était dur pour lui. Bah ouais, c'est dur. Mais sinon, on parlait de Mr. Prudhomme, qui a donc des vignobles et une maison à Bordeaux, de compensant lui pour coacher le club. Tout va bien. Et Tout va bien. Et Il vous y aura pensez un que ça autre va aller mieux ou ça va aller en Ligue 2 là du coup? Mais en fait, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, fusible ou pétard mouillé, c'est-à-dire que tu vires Gourvenec pour avoir cette espèce de choc psychologique dans un vestiaire qui n'a pas de caractère et dans un vestiaire qui n'est surtout pas prêt à jouer le maintien. C'est-à-dire que pour jouer le maintien, il faut un supplément d'âme, il faut un certain état d'esprit. Du caractère. Et il faut du caractère. Et quand tu vois la nomination de Gasset, par exemple, à Saint-Etienne, tu comprends que là, il se prépare peut-être à un combat, à jouer le maintien. Ouais, Là, on l'a vu à Bordeaux- Metz, hein, qui sont. Oui, on l'a vu, c'est vrai qu'on l'a vu à Metz. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à Bordeaux, ils sont pas du tout prêts, quoi. Donc est-ce que ce sera un fusible ou un pétard mouillé? Ça, c'est la Tu grande perds question. Toulala, alors Sankaré, tu me dis que c'est pas vrai, mais à mon avis, s'il y a des rumeurs, c'est qu'il doit pas non plus être. Donc il y a Il des était cadres. très proche de jouait avec Gourvenec. Gourvenec à Guingamp. Exactement. Du coup, il l'a suivi à Bordeaux. On sent que généralement, quand tu es l'homme d'un entraîneur, l'entraîneur qui arrive derrière, il te dégage. Donc, J'ai les l'impression mecs, que, alors, de l'extérieur, là, j'ai l'impression que le cas Malcolm a mis un énorme bordel. C'est fou quand même un mec qui fait un très bon début de saison, finalement, alors qu'il doit être quelque chose de positif pour l'équipe et le club, c'est devenu quelque chose de négatif. Je me méfie moi aussi quand même de tout ce qui a été dit sur les Brésiliens de Bordeaux qui sont très mauvais. On l'avait expliqué dans cette émission quand Christophe Hutto était venu sur la filière brésilienne, comment elle était gérée en tout cas par les Girondins de Bordeaux. Je me méfie de ce qui s'est passé avec la vidéo de Malcolm et de Cafu notamment. Généralement quand ça va mal dans un club, souvent ça se passe comme ça en tout cas à l'étranger, c'est les étrangers qui prennent. Et c'est vrai que c'est un peu facile aussi de s'attaquer aux Brésiliens de Bordeaux quand tu vois le rendement de certains Alors qu'en autres plus, joueurs. Christophe Hutto nous le disait il y a quelques semaines quand il était sur ce plateau, c'est Gourvenec qui a changé l'équipe qui fonctionnait bien de février à juin dernier. Et du coup, depuis la rentrée, rien ne va plus. Il n'a pas réussi. Après, Malcolm, il est coutumier du fait. Ils sont menés 4-0 à la mi-temps au Parc des Princes. Il va échanger son maillot devant les caméras. Bien sûr. Enfin voilà, il a l'air un petit peu ailleurs, notre ami. Oui, mais Malcolm. est-ce que c'est la faute du joueur? Oui, c'est la faute du joueur, mais c'est aussi la faute de l'encadrement. C'est la faute aussi de dirigeants qui ne respectent pas une institution. Parce que je suis désolé, Bordeaux aujourd'hui est devenu malheureusement un petit club à cause de ces gens-là, mais à la base, c'est une institution. Pour finir sur Bordeaux, Malcolm, le départ avant le 31, là, vous y croyez? Ça va se faire? Ils vont prendre l'argent? Moi, je pense qu'il va partir. Ouais, tu penses? Moi, je pense qu'il va partir. Ouais. Parce Alors qu'Arsenal est très chaud. j'espère que s'il part, ils ont prévu la suite, hein, parce que. Et qu'ils vont prendre un vrai cachet. Ouais. Parce que s'ils partent. Non, mais c'est sûr qu'ils prendront un vrai cachet. C'est sûr qu'ils prendront un vrai cachet. Mais quand on sait qu'on évoquait les 50-60 millions l'été dernier et que là, s'il part, on va pas aller plus de 40 millions, Ouais, 30, 40, c'est peut-être dommage parce que à l'époque, au mois d'août, il y avait peut-être moyen d'aller chercher un autre joueur avec l'argent qu'on aurait récupéré. Là, la crise est profonde à Bordeaux. Mais tu vois, la question, c'est pas savoir si Malcolm va partir. La question, c'est savoir qui est-ce qui va le remplacer. Parce que moi, j'ai l'impression que Bordeaux se vide. Vous me parlez de cachet. Année après année, Bordeaux se vide. Tu vois, il y a un garçon qui s'appelle Emiliano Sala. Bordeaux a mis énormément d'argent dans un truc qui s'appelle le Proyecto Crescer. C'était d'aller former des joueurs en Argentine. Il y a Vada et Sala qui sont sortis de là-dedans. Ça leur a coûté un fric fou. Et il part à Nantes, normal. Tu vois, et il plante en plus. Tu vois. Donc le problème, c'est est-ce que Malcolm il va partir? Oui, la Laborde à Bordeaux, c'était quand même le buteur de début de l'année 2017 avant de se blesser. Ça leur fera peut-être du bien. Enfin, un attaquant de pointe, puisqu'il joue sans attaquant de pointe depuis le recrutement de ton ami Nicolas de Tréville. Qui n'est pas un neuf. Ah non, clairement. Il faut dire une dernière chose sur Bordeaux. Souvent, Bordeaux, quand Bordeaux a raté des mercatos, Bordeaux s'est refait avec la formation, avec les jeunes. Malheureusement, pour suivre les jeunes de nombreux clubs professionnels en France, Bordeaux, ça fait quelques années qu'ils n'ont pas des générations extraordinaires. En parlant de mercato, ça chauffe. Les agences actives, les directeurs sportifs aussi. On est en plein dedans avec l'AS Saint-Etienne, Paul-Georges Ntep, Yann M'Vila, deux internationaux français qui viennent de signer. Paul-Georges Ntep, grand pote avec Nabil Fekir, d'ailleurs, ça fait jaser. Est-ce que ce sont deux internationaux en perte de vitesse pour masquer les problèmes stéphanois, ou est-ce que ça va redonner un peu d'énergie à cette équipe, elle aussi complètement en perte de vitesse? Votre avis? Gasset avait dit il y a quelques semaines, quand il a été intronisé en tant qu'entraîneur principal, que son milieu de terrain et son équipe
équipe manquait énormément de technique et ce qui obligeait Cabella à couvrir une plus grande zone du terrain et ce qui faisait qu'il perdait notamment de lucidité lorsqu'il passait en phase offensive. Donc l'arrivée de ces deux joueurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un vrai risque financier qu'a pris Saint-Etienne parce que on le sait, leurs salaires sont très importants et qu'il y avait un salary cap un peu officieux. Ils l'ont fait sauter pour faire ces deux joueurs, mais en fait, si tu veux, grosso modo, plutôt que d'acheter deux joueurs, il y a ce prêt qui va leur coûter beaucoup d'argent, celui d'Entep, qui est comme si c'était, financièrement, qui a été calculé comme si c'était un transfert sec. Et M'Vila, il n'est pas amené à rester très longtemps non plus à Saint-Etienne. Je pense que c'est plus le relancer, le revendre et faire une plus-value. Ils vont pas aimer la région, de toute façon. Ça risque d'être compliqué là-dessus. On prend des taxis peut-être pour aller en soirée. Alors, vous y croyez à ces deux choix là pour redresser Saint-Etienne? Je sais pas si j'y crois, en tout cas sur le papier c'est du talent. Cette équipe elle manque de talent, tu parlais de technique, là tu as quand même deux joueurs avec M'Vila qui est quand même l'un des plus grands espoirs, on se souvient qu'il était titulaire avec l'équipe de France de notre ami Laurent Blanc, donc c'est du talent au milieu avec un peu de physique, et Paul-Georges Ntep, alors on l'a peut-être oublié en un an, mais c'est quand même une bombe physique, c'est un joueur incroyable, donc s'ils sont bien lunés et si ça se passe bien avec Gasset, on peut imaginer que ce sera des bonnes pioches. Et puis M'Vila avait des performances vraiment très honorables l'année dernière en première ligue avec Sunderland. Le club n'a pas pu le garder, je crois, pour un problème de salaire. Tout va bien, il n'y a jamais de problème avec M'Vila. Façon, incroyable. C'est un mec qui a on sait. Qui est Barjo. Il est un peu fou, mais non. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un mec qui peut partir au Rubin Kazan pour l'argent alors qu'il a devant lui une carrière qui s'annonce grandiose. Il était titulaire en équipe de France très tôt, 18 ans, 22 sélections quand même. Aujourd'hui, on a l'impression de plus entendre parler de lui. Le mec n'a que 27 ans quand même. Et là, il est passé par l'Inter Milan. Au Rubin Kazan, je crois que c'était pas. Il était en concurrence avec Alexandre Song, si je dis pas de bêtises, qui est aussi un grand talent. Que ça soit M'Vila ou Ntep, c'est du talent à Saint-Étienne, qui a un effectif qui est pas trop dégueu. Là-dessus, je suis pas super d'accord avec toi sur le manque. Peut-être qu'il manque de la technique, mais l'effectif est pas dégueu. Il manque des avant-centres, ça c'est sûr et certain. Ils ont fait revenir Beric. Tu vois la différence. Non, l'effectif est pas dégueu. Et moi, je crois au retour de Saint-Étienne, surtout que Gasset va resserrer la vis, même si là, contre Metz, je l'admets, c'était catastrophique. Et il faut dire une chose, Ntep est souvent blessé quand même. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir qu'il a laissé lorsqu'il était à Rennes. Et est-ce que on en vient au même problème que pour Bordeaux? Est-ce que ces mecs-là sont prêts à jouer une opération maintien? Est-ce que dans l'état d'esprit... Quand tu signes à Saint-Étienne, entre la météo et le classement, tu sais que tu viens pas... Mais pour l'état d'esprit, est-ce qu'ils seront dans l'état d'esprit? Rio de Janeiro au Brésil, quoi. Est-ce qu'ils seront dans l'état d'esprit? Je sais pas. En un mot, Bordeaux, Saint-Étienne, vous les voyez là en janvier se maintenir ou pas? Oui. Les deux, je les vois se maintenir. Moi, Bordeaux, je suis un peu inquiet. Il y a des équipes bien faiblardes derrière quand même. Bordeaux, je suis quand même très inquiet. Il y a Lille. Autre joueur qui a eu des hauts et des bas, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a un talent énorme. Bienvenue, Lassana Diarra. C'est le très bien informé site Paris United. D'ailleurs, ils ont lancé leur application récemment. Vous pouvez les suivre, ils ont toujours de super infos qu'ils annoncent. Ça va se faire d'ici la fin de semaine. Un contrat de 2 ans et demi. Diarra au PSG, voilà, c'est bouclé. Sous-entendu, il faut qu'il valide la visite médicale. On ne sait jamais ce qui peut se passer. 2 ans et demi de contrat, alors que Lo Celso fait le taf en sentinelle depuis quelques matchs pour remplacer Mota. Est-ce un choix judicieux? À vous de me dire ce que vous pensez de cette arrivée de Diarra, ancien Marseillais. On le sait. Alors Erwan, t'en penses quoi? J'en pense que c'est un mercenaire incroyable. Après, maintenant, je pense que c'est un personnage en plus qui humainement, ça doit pas être génial. Après, on sait qu'il a une marge, il a un talent qui peut lui permettre de rentrer. C'est ça le pire avec ce mec-là. C'est que j'ai même pas envie de lui souhaiter que ça marche avec le PSG, qu'ils aillent loin en Ligue des Champions, qu'ils soient champions de France. Mais on sait qu'intrinsèquement, il a une marge tellement sur le talent qu'il peut arriver et fitter direct avec le PSG. Tellement il est fort, quoi. Je crois que c'est un joueur qui peut s'adapter vraiment à n'importe quelle équipe dans le monde. Il a un talent incroyable, même s'il n'a pas la condition physique parce qu'il joue plus ces derniers temps. Je suis sûr qu'en 2-3 semaines il sera au niveau. Et puis numériquement, c'est intéressant pour le PSG parce que même si Lo Celso fait des bons matchs ces temps-ci, il faut pas envie de le voir contre le Real, quoi. Il faut pas oublier que Thiago Motta, il est inexistant là depuis 3-4 mois. Il faut avoir un effectif nombreux quand on sait les échéances qui arrivent pour le PSG. On sait l'importance de Thiago Motta. Il sera titulaire contre le Real s'il est là physiquement. Ah bon? J'espère pas. Moi, j'espère pas pour Paris. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah ouais, moi j'espère que ce sera Rabiot en 6. On sait pas s'il sera là déjà. Physiquement, je parle. S'il est là aujourd'hui, tu mets Mota plus le Rabiot contre le Real. Mota, Rabiot et Verratti, bien sûr. Ah ouais, moi j'espère que ce sera Draxler. On a quand même. Je pense que les cadres de l'effectif n'ont aucun doute là-dessus. Il a 40 ans, il a pas joué la saison. Il a enchaîné 3 matchs cette année là. Bah non. Si, il s'est blessé là en décembre. Je pense que Mota, tu dois avoir un lien de famille avec lui. Je pense que Mota, il a une carte blanche à tes yeux, mon gars. Attends, mais Mota, il s'est blessé largement avant. Genre en octobre. Mota, je me mouille pas spécialement. En effet, les supporters l'apprécient de moins en moins, etc. Mais quand on voit son importance dans le vestiaire avec l'entraîneur, c'est lui qui est au front dès qu'il faut discuter
discuté avec le staff. C'est lui, il a. Mais est-ce qu'il a besoin d'être sur le terrain pour faire ça? Ils disent tous que s'il avait été à Barcelone, ça Oui, aurait été, au match ça aurait été retour, autre ouais, chose. en effet. Donc peut-être qu'il y a des choses nous ne comprend pas sur le terrain de positionnement tactique, de relais. Aujourd'hui, son meilleur rôle, c'est quand même d'être Moi, à je côté pense de que tu lui Papus donnes un rôle. sur le Je pense que banc. tu lui donnes un et rôle voilà. aujourd'hui. Mais Attention, bien j'en sûr. ai rien à ce qu'il a fait. Je pense que tu lui donnes un rôle Pas un petit peu plus. trop important sur le terrain. Surtout avec Madrid où ça va être un combat, ça va aller vite. Va falloir aller dans les trucs. Je crois qu'aujourd'hui, ça va trop vite pour lui, un 8e ou un quart de finale Ligue des Champions. Ouais, juste pour dire quand même bravo Paris United, un peu moi je les appelle les PNL du foot français aujourd'hui parce qu'ils font tout discrètement et ça marche et ils ont des super infos que de grands médias n'ont pas, donc bravo à eux. Juste pour dire une chose, la Sanadira, tu mettais un doute Max sur sa condition physique. Il faut savoir qu'il bosse avec 2 préparateurs physiques malgré le fait qu'il ne joue plus parce qu'il a résilié son contrat notamment au Qatar. Ça avait été le cas notamment lorsqu'il était resté sans jouer avant d'arriver à l'Olympique de Marseille et quand il joue ses premiers matchs avec l'Olympique de Marseille, t'as même pas l'impression que le mec a déjà 31-32 ans quoi. Donc moi j'ai peu de doutes là-dessus. On termine ces news avec un autre transfert qui fait parler cette semaine. Les maillots sont prêts, vous les avez peut-être vus sur les réseaux sociaux. Le 7 d'Alexis Sanchez à Manchester United, ça va se faire. Et dans l'autre sens, le banni de José Mourinho, Henrik Mkhitaryan, va filer apparemment à Arsenal. En tout cas, les 2 clubs sont d'accord pour ces 2 transferts. Qu'est-ce que vous en pensez? À 6 mois de la fin du contrat, pour Arsenal, il fallait absolument vendre Sanchez et prendre de l'argent, sachant qu'Arsenal est un des clubs les plus riches. Oui, non, mais après, on est d'accord avec toi. De toute manière, tu as 6 mois. C'est censé être le meilleur joueur de l'effectif quand même. Ouais. Et tu te retrouves à l'évacuer à 6 mois de la fin de son transfert. C'est quand même une gestion catastrophique d'Arsenal. Finalement, ils vont retomber sur leurs pattes avec un bon joueur, mine de rien, de talent, ton Arménien chéri. Mais voilà, moi, Carlos Sanchez, tout à l'heure, Erwan parlait de mercenaires. Moi, je comprends pas ce qu'il veut, ce gars-là. Il a été annoncé absolument partout. J'ai l'impression qu'il veut juste prendre du cash. Et limite, on en oublie que 20 c'est un millions top la joueur. signature. 20 millions. Il À a moi, effrayé- là, oui, c'est sûr, tu sais Il a partout. hein. effrayé, paraît-il, Manchester City, ce qu'il dit actuellement en Angleterre, c'est-à-dire qu'à la base, il discutait avec City, ça devait se faire avec City. United rentre dans la danse. Il y a une explosion complète au niveau des négociations, notamment en termes de salaire. Et derrière, Guardiola se dit non, je ne vais pas prendre un mec comme ça avec ce salaire-là pour déséquilibrer complètement mon Il a vestiaire, raison, il a etc., raison. etc. Ce Picsou est venu plusieurs fois à Paris pour. Bien sûr, Bien sûr. L'été dernier, Ah, notamment. incroyable. L'été dernier, même notamment. là, Un bon mec, apparemment. Hein. Non, ça, c'est clair. Tout ce qu'on aime. C'est clair. Après, enfin, tu vois, il y a quand même, faut mettre aussi en relief le départ de Theo Walcott qui avait plus beaucoup de temps de jeu. Il y a aussi, je crois que c'est Welbeck qui va partir aussi également. Il se passe quelque chose là du côté de Arsenal quand même. En Mais ce moment, en gestion interne. terrible, et puis c'est même plus une surprise. Parce Non, que non, clairement. même Ouais. aujourd'hui, les fans d'Arsenal viennent à pleurer Jack Wilshere qui est en Ouais. fin de contrat dans 6 mois. C'est fou. Alors que le mec, il était parti à Bournemouth l'année dernière, Ouais, c'était c'est bon clair. débarras. Enfin, non, rien ne va plus à Arsenal, c'est Non, terrible. rien de plus, ouais. Et est-ce que Mkhitaryan, alors ça je suis désolé, je vais pas être copain avec Tib, mais est-ce que Mkhitaryan il représente pas un peu l'esprit Arsenal, tu sais, ces si. mecs super talentueux, Tout le temps blessé, un peu soft. fragile, tu Ouais. vois, mentalement, Sans physiquement mental. et tout ça. Moi Là, j'adore ce depuis joueur, 2 mois, il mais- n'est pas blessé, il est juste Non, mis c'est vrai. sur le côté parce qu'il Bien ne sûr. sait Ouais. plus faire un contrôle, C'est parce que le coaching, la psychologie, on va dire, de José Mourinho ne lui convient pas. Le haut niveau ne Voilà. convient pas. Et Tu le, le le haut niveau lui convient pas. Il Ah a non, été élu c'est ça, le niveau. meilleur joueur d'Allemagne avec Dortmund. Mais tu sais, Il a été- très bien il a été Dortmund, nommé dans les c'est 3 les meilleurs bisounours, joueurs tout le monde est d'Europa très League. sympa là-bas, où on est là, il n'y a que Pierre-Emerick Il y a Aubameyang Bayern, qui il n'y a pète pas- les il y a plombs. pas des pipes au Dès que t'as un Bayern. vrai coach qui te rentre un peu dans l'air, il est là, non, me touche pas, Boto, on a compris, hein, vous les Arméniens de toute façon. Pardon, je suis désolé, je rigole, hein, bien sûr, avec nos potes arméniens, Je je suis pas plaisante. crédible, je je plaisante, suis pas je plaisante. crédible pour le T'es mort, défendre, mec. c'est sûr. Pour autant, il a été élu. T'as le droit de il a- défendre un joueur. C'est pas parce qu'il est arménien que t'as pas le droit de défendre un joueur. Faut arrêter les conneries, quoi, aussi. Mais il a été élu meilleur joueur d'Allemagne, c'est quand même C'est pas pas parce rien. que c'est Et il ton a été cousin que je peux nommé- pas le défendre, Il a hein, quand été même. nommé avec Zlatan et avec Pogba C'est dans les vrai. 3 meilleurs joueurs d'Europa League la saison dernière. C'est pas rien. D'Europa du tout. League. Mais c'est un D'Europa bon League. joueur. Il a C'est un bon gagné joueur. l'Europa League. c'est un Ibra a très dit bon que c'était joueur. le plus gros potentiel de Manchester United. Mais ils ont le même cet agent, été, Mino tu vois. Raiola. Ah, mais c'est vrai, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Mino, tout ça. Il est pas arménien, lui, son agent. Mino Raiola, un truc comme ça. Un truc comme ça. Bon, voilà pour les transferts. Si vous cherchez un gardien, sachez qu'il y en a un très bon en D4 Argentine. Je voulais vous montrer ça. Il s'entraîne dardard comme un dingue. Mission commando. J'ai trouvé ça super. Et je voulais vous montrer ces C'est images. quoi ça D4 Mais Argentine. qu'est-ce que c'est que ça En D4 Argentine. Ah, si, il voit pas. C'est Fort Boyard le truc. Ah ouais, Et- ah oui, et c'est regardez, la ça fumée, il voit continue pas. derrière la séance d'entraînement sur une quarantaine de secondes. Voilà. Et avec ça, tu deviens un gardien exceptionnel. C'est pour toi, Max, que je voulais montrer ça. en même temps. Bah, en Parce tout que cas, je l'état sais que des tu terrains cherches un ressemble club. un peu à ceux de mon club. C'est la D4 Argentine. Moi, j'ai l'impression qu'il s'entraîne au goulag, le mec. là. Donc, Max, voilà, si tu peux nous faire une vidéo de tes entraînements de gardien, toi aussi, C'est puisque énorme. tu ne cherches pas de club, mais ton épaule, ça va mieux au fait. Je reprends ce week-end.
Ah, Ah. très important. Contre l'avis médical. Je tiens à le signaler. Si jamais mon kiné regarde. Sur ces très belles paroles et ces bien belles images, les adieux de la First Team à un génie, Ronaldo de Assis Moreira, 35 ans. Ronaldinho prend sa retraite, vous le savez, on en parle dans la séquence Oh My Goal. Allez. L'instant Oh My Goal, hommage à Ronaldinho à 37 ans. Bon, ça fait un moment qu'on n'entend plus parler au très haut niveau, mais ça y est, c'est officiel, sa retraite, un post Instagram à près de 2 millions de likes et un hommage qu'a mis en image Oh My Goal. Il est pas mort, rassure-moi. Ouais, il est pas mort, on a Il la a larme juste à fait sa l'œil. retraite. hein. La larme à l'œil. Il est arrivé le 17 janvier 2001 en Europe, en France, à Paris. 6 mois d'acclimatation. Il a débuté à Auxerre, à la baie des Champs. J'y étais, j'étais ado. Face à Auxerre, donc il est rentré vers la 60e minute à la place de José Aloisio. Il a démarré sa carrière comme ça, à Paris, avec les cheveux courts. C'était déjà phénoménal, même si à l'époque, moi, c'était les mollets de Fred Déhu qui m'avaient impressionné. Un truc de dingue, les trucs qui se touchaient. Et... Mkhitaryan a des gros mollets aussi. hein. En tout cas, il est devenu Ballon d'Or, on peut voir son palmarès, il est devenu un génie du foot jusqu'au FC Barcelone et puis ensuite la descente. Cette photo, Oula. ça c'est ça, son palmarès aussi la photo. C'était quoi J'ai pas vu. Bon, tu vas vite revoir, je pense. On va vite la revoir, celle-là, elle va attirer du monde devant l'écran. Si vous nous regardez sur une grande télé et tout ça, attention, planquez les enfants, c'est Ronny. hein. En tout cas, où le placer à l'arrivée après ce palmarès fabuleux dans le classement des plus grands joueurs du monde? Est-il allé assez loin avec des Ronaldo, avec des Messi désormais qui repoussent les limites? Ronaldinho, vous le placez où? C'est compliqué à C'est répondre. compliqué. Hein. Ouais, le truc, c'est que moi, je le mets pas pour sa fin de carrière avec les Maradona, les Zidane, je sais pas, le top du top, les Cristiano Ronaldo et les Messi. Pour cette fin de carrière, quoi, mine de rien. À 32 ans, le gars, il est mis de côté, complet. Alors que c'est peut-être l'un des plus grands génies du foot. Techniquement, il a fait des trucs qu'on n'a jamais vus. Il a changé le foot, il a changé le jeu, c'était YouTube avant l'heure. Ouais, c'est complètement ça. Ce gars-là, aujourd'hui, ce serait Neymar, en fait. Ce serait Neymar avec, je pense, quand même, j'ai l'impression, une meilleure hygiène de vie pour Neymar. Et c'est dire à quel point... J'espère. Mais c'est vrai que moi, ce que je vais retenir de lui, c'est ses 2 ans au PSG. Mine de rien, Luis Fernandez nous a gâché quelque chose. Alors, il s'entendait pas, il sortait trop. Mais quand tu es un génie comme ça, même si tu sors le vendredi soir, il faut le mettre sur le terrain parce que les gens payent des places pour aller voir ce genre de mec. C'est sûr que Luis Fernandez a géré Ronaldinho comme il a géré Jimmy Algerino. Donc c'est un peu... Ouais, c'est clair. C'est clair. Au bout d'un moment, ça, mec ça- qui s'en ça mon- ça montre bien le... Algerino. Après, est-ce qu'il avait le choix? Tu sais, on fait le procès de Fernandez, mais il y avait des cadres dans ce vestiaire et peut-être que les cadres n'ont pas laissé passer, Peut-être. n'ont pas laissé, tu vois, bon, on n'y était pas. C'est le joueur le plus spectaculaire, je pense, en tout cas moi, que j'ai vu jouer pendant 5 ans, parce que sa carrière, elle se résume vraiment au très haut niveau, elle se résume à 5 ans de carrière. Au Barça, quoi. 2002-2007. Ouais, c'est ça, ouais, même un petit peu avant, avec... Il arrive en 2001. Ouais, Oui, c'est 2002, ça, la Coupe du 2002, Monde, il est 2007, incroyable. 2002-2007, ouais, en tenant compte aussi bien sûr de la Coupe du Monde, c'est quand même un mec qui a tout gagné en 5 ans, pareil, c'est extraordinaire. Mais pour autant, je ne retiendrai pas la notion de gâchis, parce que souvent quand on a parlé de Ronaldinho, on a parlé de gâchis. Alors tu peux le dire sur le PSG, je suis assez d'accord avec toi, mais pour le reste de sa carrière, c'est extraordinaire. Et comme on avait dit lors de l'émission, tu sais, sur la spéciale alcool, quelque part, moi aussi, non mais je vais dire un Rien à truc. voir, c'est une très Non, non, bonne émission. mais- C'est une très bonne émission sur un gueule. Alors, vous pouvez nous montrer la photo justement de Ronaldinho à ce moment-là, spécial alcool. Mais tu vois, quelque part, s'il n'y avait pas eu ce hors-foot, tu vois, toutes ces histoires, toutes ces légendes, Oh, Ronny quelque part, avec le génie qu'il a, L'enceinte. Bah, tu on vois, l'aurait tu on dis l'aurait que jamais autant aimé. je pense. 2002-2007, ça fait 5 ans, mais on y Voilà. est. On l'aurait jamais autant aimé s'il n'y avait pas eu toutes ces légendes C'est aussi vrai. autour, quoi, et avec le génie qu'il a. En tout cas, il a été plus qu'adulé, adoré. D'ailleurs, on le voit cette semaine sur les réseaux sociaux, le nombre de messages
d'anonymes comme nous, mais aussi Joueurs de foot. de joueurs de foot. Ouais. C'est dingue. Iker Casillas, Patrick Kluivert, Neymar, ils sont mais des centaines, peut-être des milliers dans le monde à lui avoir mis des messages. Ça veut dire que c'était quand même un type. Quoi. C'est un mec qui a transcendé un peu les générations, parce que ce soit les anciens joueurs, ses coéquipiers, ses adversaires, même les joueurs de maintenant, tout le monde lui rend hommage. Chez Omayol, on avait constaté un truc assez fou dès le départ, c'est que Ronaldinho, que ce soit en Asie, aux États-Unis, en France, c'est le joueur qui rassemble. Et pour n'importe quoi, on peut faire le côté sombre de Ronaldinho avec les meufs, ça va marcher. On peut faire Ronaldinho, un joueur qui a toujours le sourire, ça va marcher. Ronaldinho, c'est une valeur sûre sur le marché du football et on l'a vu là quand tout le monde lui rend hommage. Et je tiens aussi à préciser, tout à l'heure tu parlais du palmarès, c'est le seul joueur brésilien à avoir remporté les 6 trophées majeurs. Donc rien que pour ça, il marque l'histoire. Il a gagné la Coupe des Confédérations en 99, il a gagné la Copa América en 99. Les bébés, hein. Ouais, il était tout jeune, on parlait pas trop de lui en Europe et pourtant c'était déjà un grand joueur. Paris avait fait un coup quand même exceptionnel. Absolument. Il manque l'euro à Ronaldinho. Je crois qu'il a même gagné l'Intertoto avec Paris, je crois. Ouais, c'est possible. Faudrait vérifier, mais je crois qu'il a même C'est gagné quoi, l'Intertoto. votre plus grand souvenir de Ronaldinho, justement? Le truc qui vous a marqué le plus Erwan. Alors moi, non mais toi tout à l'heure tu disais c'est des grands joueurs et alors même oui effectivement il jouait au PSG et moi j'ai eu la chance de le voir jouer. Alors je dis la chance oui parce que c'est quand même une chance de le voir jouer et c'était donc ce fameux 3-0 avec ce doublé de Jérôme Leroy qui vole le doublé à Ronaldinho et là j'avais vu un mec survolé quoi, tu vois, dans un match de haut niveau comme ça, j'avais vu un mec avec un stade rempli, hostile contre le PSG, j'avais vu un mec éteindre un stade en entier, et alors même si tu es supporter de l'OM, là tu regardes, tu fais bravo chef. Alors j'applaudis pas parce que mais voilà, et honnêtement j'étais rentré chez moi, en général quand tu vas au stade voir ton équipe et qu'elle perd, tu rentres chez toi, tu es un peu fané comme on dit chez moi, mais là je suis rentré, j'ai fait waouh, j'ai vu un truc que je verrai pas 2 fois dans ma vie, et donc voilà quoi. Et puis il y a une empathie autour de Ronaldinho, c'est pas le joueur de Barcelone, du PSG ou quoi que ce soit. C'est un mec à toute la sourire, c'est un mec qu'on peut que aimer quoi. Moi le mec qui me dit Ronaldinho j'aime pas. Ouais, c'est clair. Mais ça me fait penser à un truc évidemment, je pense peut-être le plus grand match qu'il ait jamais fait, c'est celui au Real à Bernabeu où tout le monde se lève, il y a 3-0, il met tout le monde à la main sur son côté gauche, là c'était incroyable. Je crois que c'est peut-être le plus grand standing ovation à Bernabeu pour un joueur du Barça. Et il y a évidemment ce but à Chelsea mon gars, ça j'ai toujours pas compris comment il a fait pour marquer ça, c'est incroyable. C'était le génie, il sentait les choses. Je sais pas si vous vous rappelez du match Barça Bayer Leverkusen où Leverkusen avait une défense de fer avec des colosses en défense centrale et on disait c'est la défense la plus grande d'Europe. Coup franc 22 mètres, et Ronaldinho le met sous le mur. Et à l'époque, je me rappelle, ça avait fait un buzz énorme parce qu'on se disait, mais ce joueur, il a quelque chose en plus. En fait, on dit souvent que les grands génies, partout, pas que dans le foot, on dit que les grands génies, ils ont gardé leur âme d'enfant. Et lui, il a vraiment ça. Il joue comme dans la cour de récré ou avec son chien et sa balle de tennis, quoi. Et moi, ça me rappelle un souvenir. J'étais parti voir un PSG Bordeaux en demi-finale de Coupe de la Ligue ou Coupe de France. Très bien, et en fait, c'est la pleine période où il est justement sur le banc. Et je me rappelle, il rentre en dernier sur le terrain pour arriver sur le banc de touche. Et il fait juste ça, tu sais, et le Parc des Princes se soulève, mais se soulève complet. Tout le monde réclamait Ronny, il rentre à 20 minutes de la fin, il met un premier but assez sympa, et ensuite il met, je crois, un lob incroyable de 25 ou 30 mètres, et là, pareil, le parc en fusion, et c'est tu vois, au-delà du talent, au-delà des titres, etc., c'est le genre de mec qui te fait sauter de ton canapé et tout arracher dans ta chambre. À transcender, à gérer l'électricité d'un match. Il avait aussi, pour ceux qui le connaissent un peu moins, qui n'ont pas vécu sa carrière ou son prime, allez voir la passe du dos au Camp Nou aussi. Il a inventé des trucs. On avait vu Okocha avec ses dribbles, lui il est arrivé avec le flip-flap, la virgule, vraiment. C'était qui déjà ton gars à Marseille, Olembe? C'est Blondeau qui avait pris un flip-flap. Il avait pris un flip-flap de grande qualité. Il y a plein de choses. Blondeau, il a joué au foot que pour ça aussi, que pour se faire déborder toute sa carrière. Et puis même son passage au Milan AC, mine de rien, n'était pas si dégueu que ça. C'est ça qui est ouf. Il est hors de forme. Il n'a jamais été nul. Il n'a jamais été nul dans n'importe quel. Même au Brésil, il finit. Regarde ce qu'il fait contre l'Angleterre en Coupe du Monde 2002 quand il donne la passe D à Rivaldo et puis il y a ce coup franc un peu aidé par Simane, tu vois. Et le carton rouge derrière. Incroyable. Son passage au Mexique, par contre, un peu moins bien, mais il s'est bien amusé quand même. Bon, Ronny, en tout cas, lui, il n'a pas dû être sifflé souvent au Parc des Princes. Neymar, lui, ça lui est arrivé. Ça lui est arrivé de PSG Dijon, au moment où il mettait 4 buts, 2 passes décisives. Alors Neymar, mérite-t-il la France? C'est la question de la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil? La France mérite-t-elle Neymar aussi? C'est la question qu'on peut se poser après ce match 8-0 Paris-Dijon. Ça a énormément fait parler. On en parle nous aussi parce qu'on se pose des questions. Est-ce un génie sans élégance? Est-ce un gentleman ou pas finalement? C'est une rockstar, Neymar, avant tout.
Il vous a fait vibrer mercredi. Que s'est-il passé lorsqu'il ne donne pas ce penalty à Cavani pour que Cavani devienne le recordman de buts du Paris Saint-Germain? Est-ce que ça vous a choqué déjà, la première question, cette attitude un peu individualiste prise de l'extérieur comme ça? Choqué, c'est un grand mot. Moi, ça m'a pas choqué. Par contre, c'est vrai que devant ma télé, je me suis dit, pourquoi il lui file pas? T'as déjà mis un triplé. En plus, c'est faute sur Cavani. Tu sais que Cavani peut donc dépasser Ibra. T'es au Parc des Princes, c'est le moment pour faire ce geste de classe et le filer à Cavani. Il le fait pas. Il marque, il met un quadruplé. Donc derrière, on va se dire quand même, c'est l'un des plus grands matchs qu'on ait jamais vu en Ligue 1. Mais moi, j'ai été surpris en tout cas, tu vois. Alors ils disent que les joueurs disent qu'il l'avait pas en tête, mais moi, ça m'a choqué. Les joueurs ont tout en tête, on va pas se mentir. Les stats et tout ça, tout le monde le sait. J'aurais aimé que Neymar fasse ce geste et le donne à Cavani. Qu'est-ce qui est le plus choquant, Tom? Les sifflets ou Les sifflets sont l'attitude de Neymar? catastrophiques. N'importe quoi de Les siffler. sifflets ou l'attitude le plus choquant? Mais les sifflets, mec. Autant, tu vois, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on est là, on se dit, oh, c'est abusé, c'est un bâtard, il faut qu'il lui file. Mais de là à siffler Neymar, qui vient de mettre un triplé, qui va mettre son 4e but du match, ça veut plus rien dire. Vraiment. Après, il y a eu quelques sifflets, il n'y a pas eu tant que ça. Mais qu'est-ce qui énerve aujourd'hui les supporters du Paris Saint-Germain ou les supporters de foot en général? C'est que justement des institutions, des grands clubs, entre guillemets, soient pris en otage par des individualités, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan des pouvoirs. Et quelque part, moi je trouve que c'est une belle soupape de sécurité de dire à Neymar, ok, t'as fait un match grandiose, il n'y aura même pas débat sur ce plateau à ce propos-là, tu as été extraordinaire, tu es là pour ça, etc. Mais t'es pas au-dessus du club, mon grand. Et on en a d'autres des idoles. Et il y a des mecs qui sont aussi, qui nous représentent, qui ressemblent à nous, etc. comme Cavani. Et on aurait aimé que tu fasses ça. C'est pas des sifflets anti-Neymar, c'est des sifflets pour Cavani. Pourquoi on siffle pas Cavani quand il arrive en retard 2 années de suite pour la reprise? Il n'est pas au-dessus du club non plus, je suis désolé. Neymar est parti lui en décembre, 4 jours au Brésil, personne n'a rien dit. Ouais. Non, mais je suis d'accord, mais alors le PSG, les Parisiens veulent un joueur de renommée internationale, quelque part c'est pour le placer au-dessus de l'institution. Je suis désolé, là on est en train de dire Ronaldinho il a été mis sur le banc parce qu'on ne voulait pas le placer au-dessus de l'institution. Bah, c'est pareil avec Neymar, à un moment il faut accepter, c'est une star, c'est un Max, génie. est-ce que c'est ça un leader, de tout faire tout seul? Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à ça au leadership à Paris? Du coup, on sait que les Brésiliens ça y est, ont pris le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Neymar? Il y a peut-être un problème de leadership, mais dans ce cas-là, c'est plus le problème d'Emery que le problème de Neymar. Neymar, on lui donne les pleins pouvoirs, on lui dit c'est toi le tireur de penalty, bah il tire les pénaux. Même si Cavani pouvait battre ce record, ok, c'est pas super classe, il aurait pu être plus apprécié des supporters après ça, mais non, Neymar, on lui donne les clés, on assume derrière. Faut pas siffler un joueur derrière, c'est n'importe quoi. Le fait qu'il boude derrière Erwan, le fait qu'il boude derrière, c'est quoi? Tu m'étonnes qu'il boude. Il régale tout un stade. Il régale tout un stade et à la fin, bon, effectivement, il y a déjà eu ce débat. Qui tire les pénaltys? C'est Neymar. Il tire le pénalty, il le marque. Ça va, Cavani va le dépasser. Ibrahimovic. J'ai quand même l'impression que votre club chéri là, il s'invente des problèmes. Vous êtes premier en Ligue 1 largement. Dans moins d'un mois, il y a un énorme 8e de finale face au Real Madrid et vous êtes là en train de batailler. Neymar, vous voulez des superstars et là je rencontre Max et ce public là, il est temps que le PSG. Alors il y a eu des débordements dans le passé avec le public parisien et ils l'ont payé très cher. D'accord, maintenant il serait temps que le PSG récupère un vrai public de foot et pas des pères de famille ambiance UNSS où faut le laisser frapper pour qu'il batte Cavani. Mais tu penses pas justement que ça c'était une réaction de vrais connaisseurs de foot? Moi j'ai l'impression que si en fait. Moi j'ai l'impression que si. Autant tu vois quand Pastore était sifflé, quand Pastore était sifflé il y a quelques années et tout, etc. Je trouvais en effet public, on est à Disney quoi, les mecs arrêtés et tout, etc. Autant là tu vois quelque part je te dis c'est un peu la soupape de sécurité pour éviter que le PSG retombe dans les mêmes projets. Neymar, justement, par rapport à ce que tu dis. Excuse-moi, mais si Tom, comme Tom a dit, si Neymar, qui est le patron de cette équipe, on est tous d'accord là-dessus, il prend le ballon, il va voir Cavani, il lui met dans la main, et tu sais, et même à la limite, il a le droit de pas le penser, tu vois, et il le fait comme ça pour le geste, pour la forme et tout, etc. Mon gars, il y a zéro débat et le PSG ne se met pas la pression sur son collectif et les attitudes de ses cadres à quelques jours, à quelques semaines, surtout d'un match contre le Real. Imagine, Cavani. Pas six bras sur une passe de Neymar. Neymar, il vous fait, on va très loin. Il vous fait taper le Real Madrid en faisant un match aller-retour incroyable. Et on fait quoi après? Tu vas siffler pour un penalty de merde. Non, mais ce que je veux te dire, c'est pas ça la question là. Là, le problème, en effet, peut-être des supporters, ce qu'ils perçoivent, c'est que Neymar, il fait des choses à Paris. C'est-à-dire faire des gris-gris, garder la balle, le cul en arrière et ralentir le jeu.
qu'il ne faisait pas à Barcelone, parce qu'à Barcelone, il y avait Messi, il y avait des choses. Mais vous Là, il croyez voit des quoi choses avec Neymar. Mais vous croyez quoi? Vous allez signer Neymar et vous croyez qu'il va se mettre au diapason comme un joueur lambda? Vous croyez quoi, les mecs? Les mecs qui viennent au PSG, c'est le 3e meilleur joueur du monde derrière Neymar et Ronaldo. Il y a encore aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être avoir des Messi, Ronaldo, tu peux peut-être avoir un débat, mais il faut arrêter. Vous croyez qu'il va venir au PSG, qu'il va dire oh, j'ai une énorme chance d'être au PSG? Mais personne ne verser des balles. Oui, mais bien sûr, la France et le PSG a la chance d'avoir Neymar, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, Neymar ne gagnera pas la Ligue des Champions tout seul, Neymar ne gagnera pas son ballon d'or tout seul, et à un moment donné, il va falloir qu'il se passe un truc collectivement au sein de cette équipe si on veut passer certains caps. Les gars, collectivement, ça fonctionne. Les gars, ils en mettent 8 à Dijon. Non, mais ça marche contre Dijon. Ça marche contre Dijon, et quand tu vas tomber sur des collectifs qui vont être très sérieux, il va falloir être non pas à 80%, mais à 120, à 130, à 140%, là où le collectif doit être sublimé parce que le football reste un sport collectif. Et ben, il a juste tiré un penalty. Alors on sait que maintenant c'est de plus en plus un petit peu égoïste. Il y a une règle qui a été faite. C'est Neymar, tu frappes les penalties, il frappe les penalties. Point barre. Le 10 dans l'équipe, vous en pensez quoi? Il y a que 8 joueurs qui l'ont eu dans l'histoire. Il y a eu des joueurs comme Bruno Martini, Franck Sauzé pour un match avec un 3-0 avec l'équipe de France Espoir dans les années 90. Bruno Martini parce qu'il est, ils étaient un peu enflammés à mon avis là. Ok, il avait fait un super match. Mais il a gardien de but 10. J'espère qu'il a marqué moi. Et Franck Sauzé qui met 2 buts des 3 de l'équipe de France Espoir. Mais bon, là on est sur 4 buts de passes décisives de Neymar. C'est quand même pour avoir un 10. Là tout le monde est d'accord pour ce 10. Bien sûr. En fait, moi, ce qui me choque, j'ai vu des commentaires assez incroyables, mais vu le prix qu'il a coûté, c'est normal qu'il sorte de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce commentaire de merde? Oh, il vient de faire un match, mais quelle que soit la personne, il a fait un match, on était tous là à se dire, il aurait pu en marquer 8, il a même croqué, le gars. Il a rien coûté, il te fait gagner de l'argent. Mais oui, c'est clair, il est incroyable. Quand je vois avec qui il est, alors, Carlos Eduardo, le 5 buts, il était incroyable. Contre qui? Dijon, les Dijonnais, au bout d'un moment. Lionel Messi 2 fois, et on s'en souvient, c'était en Ligue des Champions, ça c'est incroyable. Je regarde Oleg Salenko, on s'en souvient aussi, incroyable. 14. Ouais, bien sûr. Le quadruplé. Mais tu vois, c'est que des performances extraordinaires. Moi, ça me choque pas que Neymar, avec 4 buts, 2 passes décisives, on n'a jamais vu un mec impliqué sur 6 buts en Ligue 1 depuis je sais pas combien de temps, on l'a vu passer tout à l'heure. Et tu me diras, le Zizou sur le France-Brésil, il prend 9, je crois, il prend pas 10. Hein. De quoi, de 2006 De 2006, ouais, il me semble. Ouais, mais il marque pas après. Oui, il marque pas. Au bout d'un moment, là, il met 4 buts et 2 passes. Il y a une logique, c'est vrai que. J'ai jamais vu. En Ligue 1, c'est du jamais vu. Je peux pas citer un exemple, jamais vu. Un choc peut-être jamais vu aussi en Ligue 1, c'est Lyon-PSG dimanche. Le premier contre le deuxième, ça change souvent entre Monaco, Marseille et Lyon, mais là c'est vraiment gros match au Parc OL dimanche. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre alors que Lyon est de retour fort? Un match énorme contre Guingamp, on parle d'une des prestations les plus abouties depuis de nombreux mois pour l'OL. Genesio qui aurait trouvé sa patte, ses bons choix. Manu, qu'est-ce que tu en penses de cette rencontre là qui arrive et qui va être forte dimanche soir? Eh ben, elle est excitante, mais je crois moins, tu vois, aux chances de l'OL face au Paris Saint-Germain que j'avais cru à l'époque aux chances de l'Olympique de Marseille face au PSG, parce que l'équipe de l'OM est très pragmatique et c'est vrai qu'il y a cette folie à l'OL, cette jeunesse assez incroyable. Tu l'as dit, Genesio a commencé à trouver des clés dans l'animation au-delà du schéma tactique, parce qu'on sait que ça penchait pas mal entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, et surtout il a eu une idée assez incroyable, c'est de remettre Fekir dans ce 4-3-3, si on pourrait peut-être voir la composition d'équipe, remettre Fekir un petit peu au cœur du jeu. Et moi j'ai découvert cette semaine, les amis, que Fekir a un volume de jeu absolument juste extraordinaire. Il y a un coffre. Que ce soit sur ses projections, alors là c'est le 4-2-3-1 où on voit Fekir qui pourrait bien sûr jouer dans l'axe. Il y a une petite question sur le choix qui va accompagner Touzard qui d'ailleurs préfère jouer, il l'a dit, en sentinelle seul bien sûr devant la défense. Ndombele tient la corde, je pense, pour débuter face au Paris Saint-Germain. Pourquoi pas le retour de Bertrand Traoré sur la droite et à voir si Memphis ou Aouar jouera à gauche. Mariano qui revient de blessure également, et peut-être plutôt Mendy sur le couloir gauche plutôt que Marsal puisqu'il est blessé. Mais je trouve que c'est très intéressant de mettre Fekir comme ça dans le cœur du jeu, parce que dans la projection, on connaît, c'est très fort, ça a de l'inspiration, c'est même génial. Et par contre, parce que je savais pas, c'est sur les replis défensifs contre Guingamp, j'ai trouvé juste monstrueux. Et c'est génial pour l'équipe de France tout ça. Il est de retour en plus, dimanche, ce que je veux dire, c'est que face à Paris, il adore Paris, et donc il va vouloir briller. Vous attendez à un choc avec étincelle ou ce Lyon-Paris J'espère, honnêtement, moi aussi, j'ai très envie de voir ce match-là. Alors, le stade à Lyon, là, le Parc OL, ça va être, ça va être comme ça, je crois. Ça va être le feu, le groupe. Et puis je pense que, alors,
apprendre vraiment à bien le comprendre. Je pense que Lyon, ils n'ont rien à perdre. En fait, Paris est tellement sur un nuage, Paris domine tellement qu'au final, ben voilà, donnons tout, allons de l'avant, proposons du ballon et puis on verra ce qui se passe. Voilà. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, Paris en Ligue 1, même le Lyon dans ce moment, c'est compliqué de les faire bégayer. Max C'est Tom, il y a compliqué, pas mais photo. on se rappelle quand même de Lyon. Sur les 2 derniers Lyon-PSG, l'OL était énorme. Il y a eu la victoire d'abord au Parc OL avec le super but de Darder, on s'en rappelle. L'année dernière, Paris gagne 2-1, je crois, mais vraiment in extremis, avec un contre mené par Meunier-Aurier, si je dis pas de bêtises. Et puis au match aller, Lyon était extrêmement intéressant au Parc. Hein. Ouais, il y a 2-0 à la fin, Ouais. but contre son camp. Là, Avec Dombélé qui fait une frappe sur la barre. Enfin, le match aurait pu être totalement Ils autre. ont fait un pressing très très haut qui a gêné les Parisiens. Exactement. de folie. Et Lyon répond présent contre. Ils ont répondu présent contre Monaco, contre Marseille, contre Monaco. Ils aiment les grands rendez-vous. Et Ça, au moins, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont ils ont le short un peu bien rempli et qu'ils ils aiment les grands rendez-vous. Donc, tant mieux. rempli. Et tu parles d'une époque où Memphis faisait pas les efforts défensifs qu'il fait aujourd'hui. Même chose pour Mariano, etc., etc. Moi, je trouve qu'il y a un vrai collectif qui sort de cette équipe. Par contre, tu prends les 2 matchs là, Angers et Guingamp. À Angers, ils sont un petit peu ternes. Après, ils passent en 4-3-3 en seconde période. Ça va beaucoup mieux avec ce Fekir, je te dis, au cœur du jeu. Contre Guingamp, ils sont étincelants. Le problème, c'est que c'est une jeune équipe bourrée de talent. Quel visage ils auront face au Paris Saint-Germain? Il y a un point Et d'interrogation. un autre problème aussi. Morel en défense centrale, ça va se faire bouger, Ça va hein. faire mal. Ouais. Marcelo Morel, Mais un autre problème aussi pour Lyon depuis le début de la saison, c'est qu'ils sont largement meilleurs à l'extérieur qu'à Ouais, domicile. c'est vrai. Et ils enchaînent parfois les contre-performances décevantes. Ça peut être des matchs nuls, des vieux 0-0 quand ils sont à domicile. Là, la venue de Paris, qui est une machine aussi, à domicile, à l'extérieur, c'est une machine. Ça risque d'être compliqué, je pense, pour le PSG. On fera les pronos dans un instant dans la Pour le séquence PMU. Sur ce match, j'ai hâte de voir aussi le petit Titou, le régulateur Oussem Aouar aussi, sur un grand match comme ça. J'ai l'impression que c'est un futur très grand joueur et donc hâte de voir Test dimanche parfait soir. pour lui. Il est à l'aise partout, ce garçon. On a le zapping, comme d'habitude, de la préparé, concocté chaudement par Oh My Goal à vous présenter dans cette fin de récréation. Thank you. Thank you, guys. Look at this. Thank you, guys. Ouais, c'est le jeu. Pas plié. Y a pas de problème. Pizza. Classy and funny. Listen, Instagram. Whoa, sorry Benjamin, he's the best at FIFA ever, swear. Thank you. 1, 2. I love when Adidas boy clean Nike shoes. Yes, yes. Come on. The gram. Do it for 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 the gram. Oh my god! Oh my god! Oh my god!
Ça a l'air d'être quelque chose, le vestiaire de Manchester. Bienvenue Alexis Sanchez pour très bientôt. Tout de suite, comme d'habitude, le rendez-vous qu'on attend pour taper sur quelque chose. Manu, tu descends. Un thème, 5 minutes pour en parler. J'arrête de dire 1 minute parce qu'il n'a pas qu'une minute, bien sûr, pour déblatérer. Tunnelman, on l'appelle. Manu, tu descends Manu aujourd'hui sous la manche. sur l'affaire de la semaine, le chauve de la semaine, Tony Chaperon. Et pourtant, les amis, j'étais parti pour commencer 2018 sur un article de SoFoot qui a sauvé mes vacances, qui étaient justement sevrées de foot, articulé autour d'une question essentielle. Cannabis, 2 points, ouvrez les guillemets, bordel, mais pourquoi tout le monde fume en tribune? Mais qui dit nouvelle année? Parce que c'est trop méchant, frère. Non mais voilà, qui dit nouvelle année dit résolution, et à la First Team, eh bien, si les pétards se fument que hors antenne, le Tony Chaperon Show de dimanche dernier a presque eu les meilleurs bénéfices, un meilleur bénéfice en tout cas qu'un 3 feuilles de ganja. Au début, on a explosé de rire en découvrant les images, et puis un petit peu gêné après, on a commencé à refaire le monde du foot français et surtout de l'arbitrage. Tony Chaperon et son effet spliff du dimanche soir, mais comment ne pas condamner ce geste? Comment ne pas discuter de ce qui a suivi, à savoir l'expulsion bien sûr de Diego Carlos? Comment ne pas être gêné par ses explications à chaud avant son mea culpa final de lundi? Tony Chaperon incarnait bien avant dimanche dernier bien sûr la quintessence de ce que l'on reproche à l'arbitrage moderne, en tout cas en France, à savoir le narcissisme, le côté hautain, le trop grand formatage en quête de lumière dans un puits sans fond de pédagogie. Demandez par exemple à Jérémy Ménez, demandez à François Modesto, à Mario Balotelli, à Rafik Saïfi, à Sébastien Roudet ou même encore à Didier Deschamps les propos tenus par cet arbitre sur un terrain de football. Et puisqu'il est impossible de défendre M. Chaperon et que son tacle jettera le pauvre sur la fin de sa carrière, il faut aller voir au-delà. Et c'est ce qu'ont fait certains éditorialistes lus et pas mal écoutés en France, qui ont eu le mérite d'ouvrir le débat sur un mépris étouffant et latent de la France vis-à-vis de ses arbitres. C'est le propos notamment de Clément Guillon, dans ce très bel article paru lundi après-midi dans Le Monde. C'est aussi le résumé du coup de sang de Daniel Riolo sur RMC à l'issue du match, qui lui a d'ailleurs causé bien des problèmes. Force est de constater que l'arbitre déchaîne la haine et une violence qui n'est parfois pas que verbale. En témoigne la rencontre de Gambardella de dimanche dernier entre Saint-Denis et Amiens. Les dysfonctionnements de la goal line technologie, le débat sur l'arbitrage vidéo, les sorties intempestives et quasi quotidiennes des commentateurs du foot, mais aussi bien sûr de ses acteurs, jouent un rôle, en tout cas un mauvais rôle à l'homme en noir, l'homme bien sûr amené à arbitrer tous ces matchs. Et dans le foot que j'aime, là où l'arbitrage est humain et non pas robotisé, dans le foot que j'aime, les arbitres n'insultent pas les joueurs, surtout ne les tacle pas, monsieur Chaperon. Et inversement, dans le foot que j'aime, l'arbitre n'est pas traité de pipe, de pute, de porc, de grosse merde, ou tous ces mots en même temps, comme ça a été bien sûr le cas il y a des jours du côté de Montpellier. Et si le foot que j'aime est peut-être un petit peu idéalisé ou loin de la réalité, il y a urgence, car la France du foot aurait tout intérêt à pacifier les relations avec le corps arbitral, sous peine, encore une fois, de se couvrir de ridicule. Bref, messieurs, vous l'avez compris, il est temps de fumer le calumet de la paix. Bravo. Elle est belle. Belle rentrée pour Manu. Il t'en reste un peu ou pas? Moi, je suis à sec, terrible. Je comptais sur toi, on m'a dit que dans les quartiers nord, Bon, et du coup, Tony Chaperon, on le condamne ou pas? Clairement. Moi, Chaperon, honnêtement, je trouve ça scandaleux. Et puis, ce que j'aime bien dans ta chronique, Manu, c'est qu'il a un passif, le mec. Ah oui. Le mec a un passif. Alors, mercredi, on a eu un débat. Mercredi, on a eu un débat dans une émission Omnisport qu'on fait sur le stream. C'est que moi, Chaperon dit ouais, c'est un humain, il a eu un réflexe. Mais quand tu es arbitre, quand tu es dans ta peau d'arbitre, c'est un réflexe. Quand tu te fais bousculer, ton premier réflexe, c'est de dire « Ah, il m'a agressé » et pas « Ah, il m'a bousculé », c'est que tu n'es pas dans un bon état d'esprit. Et Chaperon, on sait très bien que c'est un cow-boy. C'est un gendarme dans la vie ou un flic. Voilà, c'est un cow-boy. Il a toujours été un cow-boy. Ménez, tu parles de Ménez, voilà. Et c'est pas la première fois. Il parle, c'est un flambeur, c'est un frustré. C'est un cow-boy, c'est Chuck Norris. Et honnêtement, ne plus voir ce mec sur les terrains de Ligue 1, moi, ça m'arrange parce qu'au bout d'un moment, ça peut que mal finir. On leur confie des pouvoirs à des cow-boys, des gens frustrés. Je suis sûr qu'à l'école, c'était le dernier. Ici dans les équipes, c'était des mecs à qui on volait ses goûters. Et voilà ce que ça donne. Je me rends compte, c'est le mec le mieux noté en termes d'arbitrage depuis. T'as vu les notes des arbitres? Le plus mauvais arbitre, il a 17. C'est fou. Quand tu connais le passif de ce mec-là, c'est le mec le mieux noté en France. Vous en pensez quoi, Tony Chaperon? Moi, ce que je trouve assez dommage, c'est qu'il fasse ça à l'année de sa retraite. Il aurait dû faire ça il y a 3-4 ans. Moi, ça serait débarrassé plus tôt. Mais ouais, non.
Personne pour défendre les arbitres. Non. Bah alors là, c'est pas les arbitres, c'est c'est Chaperon. Non, mais après, les arbitres, il en faut, il en aura. Et comme dit Manu, bah, l'arbitre, c'est des humains, ils peuvent faire des erreurs. Là, on n'est pas en train de parler d'un hors-jeu, on n'est pas en train de parler d'une faute mal interprétée. Ou ça, effectivement, sans arbitre, on peut pas jouer. Et il y aura toujours une marge d'erreur qu'on essaye. Après, on n'est toujours pas d'accord. La Goal Line Technology, la vidéo, on pourra toujours en débattre. Si dans 6 mois, il y a la vidéo, comment il aurait réagi en se voyant Mais là, je suis tombé, j'ai glissé. Imagine un joueur fait fin comme ça ou tente de mettre un coup de pied à un arbitre. Mais il se fait terminer. Oui, sauf que là, il s'est aussi fait terminer qu'il a été écarté. Moi, je trouve que les sanctions ont été prises très rapidement et que finalement, il mérite ce qui lui arrive. Après, moi, d'abord, moi, ça m'a fait. J'ai éclaté de rire. On va se mentir. Sur le moment, gros, j'étais avec ma mère, on était tous les deux dimanche soir, Canal, 21h, dans le PSG. Jamais j'aurais imaginé que Tony Chaperon, l'arbitre, allait tacler un joueur. Et en plus, l'expulser derrière. Donc, moment incroyable, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que tout le monde lui est tombé dessus. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi et ça doit pas arriver. Mais je pense qu'il a craqué, quoi. Je te dis, c'est une mauvaise journée, ça fait partie du jeu. Malheureusement, je vois pas d'autre explication. Le match se déroule bien, il n'y a pas d'animosité. Non, je suis d'accord, mais bon. Je pense que moi, il est dans un état d'esprit où il se met en concurrence avec les joueurs, alors que pas du tout. T'es là justement pour mettre la loi et faire respecter les règles du jeu. T'es pas là pour être d'égal à égal avec les joueurs. Et c'est là où il a rien compris, mais toute sa carrière, il a rien compris. Mais c'est lui qui avait sifflé Yepes, il paraît la main là, sur corner. C'est son premier fait d'arme. Incroyable. Et puis la réaction, les fautes, les poussettes. La réaction, le match était sur Canal+. D'accord. Et c'est Stéphane Guy qui commentait. Et Stéphane Guy, donc, alors que nous, qu'on rigole dans notre canapé ou toi avec ta maman dans ton canapé, c'est très bien. Lui, il est quand même au micro, il est en fou rire, t'as l'impression qu'il a la buvette du coin, ça nous fait rire. Par contre, quand Fekir il sort son maillot pour aller chambrer les supporters stéphanois, ça fait complètement partie du sport. Là, c'est abusé, nanana, parce que c'est des mecs de cité, nana. Voilà, donc au bout d'un moment, les deux poids, deux mesures, d'accord. Voilà, vous m'avez bien compris. Mais Guy et Ménès ne font que tailler l'arbitrage, que ce soit en émission, que ce soit en direct, etc. Et à un moment donné, je suis désolé, mais le parti pris d'un journaliste, t'as beau avoir tous les ralentis du monde, etc. Tu sais que le jeu, il est arbitré par un humain. Bon, bah, il a pris la décision. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, on s'en fout, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais le traitement est important parce que dans le match, parce qu'il y a eu un match 3 jours après où Stéphane Guy a commenté, il a dit on pense beaucoup à Tony Chaperon et tout. Alors qu'il avait terminé Fekir avec son maillot. Moi, c'est ça que je comprends pas. Et là aussi, on peut pas Surtout que Tony Chaperon a une vraie attitude de mec qui se fait agresser dans la rue, alors qu'il est sur un terrain de foot, que c'est lui l'arbitre, c'est lui le patron. Il ralentit sa course, le mec arrive derrière, ils ont les pleins phares sur le jeu, il lui rentre dedans et derrière, il pète un plomb comme un mec qui s'est fait agresser dans la rue. Le Nantais réagit bien. Parce que il réagit bien. Il bouscule l'arbitre sur son repli, parce qu'effectivement, il va 3 fois plus vite que Chaperon. Donc j'ai pas envie de te dire que moi, si l'arbitre gêne le repli, c'est lui qui est mal placé. Donc il prend un coup de pied, il prend un coup de pied de l'arbitre et derrière il sort un rouge. Ah oui, il y a moyen de réagir. Moi, tu me fais ça, ou à Steph Brun, tu leur fais des trucs comme ça, je peux te dire que tu finis en mode du majeur en l'air. Tu sors du terrain, mais les pieds en avant. C'est clair. Sur cette très belle conclusion, on va essayer de gagner un peu d'argent avec vous. C'est l'heure des pronos PMU. Il y a des bons coups à faire. Comme chaque semaine, les bons coups à faire, les pronos PMU ensemble. On a pris 5 matchs de Ligue 1, les 5 matchs chauds de Ligue 1, avec à commencer par ce Nantes-Bordeaux, des étincelles du côté de la Beaujoire. Nantes qui fonctionne très bien, le haut de tableau, Bordeaux qui coule, Bordeaux qui n'aura certainement pas son nouveau coach, mais l'adjoint de Gourvenec pour faire l'affaire ce week-end. Cote à 3,20. À vous de la défendre, par exemple, non pas Max, puisqu'il y a 3 Lille, mais toi, Manu. Égalité entre Nantes et Bordeaux, parce que je trouve pas Nantes ultra séduisant, c'est mon avis personnel sur les derniers matchs. Contre Paris, ils ont fait une une très belle deuxième mi-temps. Mais, 2 matchs avec vol d'arbitrage. Hein. Oui, c'est vrai aussi, il faut le dire. Mais surtout, voilà, j'attends un sursaut du côté de Bordeaux, c'est le derby de l'Atlantique quand même. et je vais bien un 0-0 en fait. Même surtout pour Nantes, il n'y aura pas Tony Chaperon au sifflet, donc ça peut que mieux se passer. Un 0-0. Ouais, je vois bien 0-0 entre Nantes et Bordeaux. Mais on prend ta cote quand même à 3,20. Le match suivant, on va dans le sud, Nice-Saint-Etienne, avec ce Nice-Saint-Etienne pour toi, Erwan. Ouais, moi je vois bien Nice évidemment, parce que Nice, je les trouve très bien. C'est fou cette équipe. Hein. À la mi-temps à Toulouse, il y a 1 mois et demi de ça, ils sont menés 2-0, ils sont au bord du gouffre. Et on se dit, là, ça va jouer le maintien, c'est la crise et tout. Ils gagnent ce match-là et depuis... J'ai trouvé le contenu très bon face à Monaco, même s'ils concèdent le match nul. À la fin, ils ont retrouvé des valeurs niçoises. Balotelli est très bon, fait des efforts. Et c'est une équipe qui s'est remis qui s'est remis dans le chemin. À l'inverse, Saint-Etienne, après l'explosion à Metz, je les vois mal aller faire un coup à Nice. Donc, victoire de Nice, logique. Waouh, ça serait dur pour Saint-Etienne, encore enchaîner une défaite. Bon, le choc, on en a parlé dans cette émission. Lyon-Paris Saint-Germain.
ce choc, on a choisi une grosse cote, Tom. Ouais, on aurait pu prendre le PSG, hein, mais la cote était à 1,36. Alors oui, c'est vrai que sur le papier, on imagine le PSG gagner au Parc OL, au groupe Anna Stadium, pardon. Mais c'est vrai que cette cote de 5, et c'est même une victoire de Lyon, c'est 6,50. Donc si vous avez 10 balles à mettre, franchement, faut tenter je sais pas, on peut imaginer un 2-2 dans un match de folie, avec Lyon qui fait une fin de match incroyable, bam, but de la main de Mota. Je sais pas. Ouais, bref, donc voilà, donc une cote à 5 pour ce choc dimanche soir. 3 Lille, on tremble, on a peur, j'ose même pas te lancer là-dessus. Oh là là, ouais. Non, ça ressemble un peu à un baragico, hein, ce match. Non, Lille qui fait un match sérieux à Caen, qui mérite sa victoire et qui mérite largement sa défaite à domicile face à Rennes. C'était une prestation pitoyable. Je suis pas certain que l'effectif de 3 leur permette de se maintenir en Ligue 1 cette saison. Et puis j'espère vraiment, sincèrement, que Lille va réagir en gagnant ce match qui ressemble déjà à un match coup près. Belle cote là aussi. On termine avec le match fabuleux pour moi, merci. Rennes-Angers. Angers, c'est les Dancy, ils viennent de gagner. On estime donc qu'ils vont perdre. Rennes, ça va plutôt bien avec Sabri Lamouchi depuis la fin de l'ère Gourcuff aussi, où les dernières semaines allaient correctement. Donc Rennes qui continue sa remontée avec une cote à 2. 10 balles, vous mettez, vous en prenez 1500. Voilà, vous pouvez passer un bon week-end. Grâce à la First Team, ne claquez pas tout dans la night. Incroyable. Mais en tout cas, vous pouvez nous remercier d'ores et déjà, car on a garanti ces résultats. Voilà, tout de suite l'interrogation surprise. Il y a non pas de l'argent mais une coupe à gagner et vous pouvez jouer avec nous. On commence ces interrogations surprises de fin de classe foot par des questions, donc ce sera par équipe, mais on va commencer par une question de vitesse. Comme d'habitude, il y aura qui suis-je à la fin, il y aura qui est-ce. Il est là, il ramène. Elle est horrible cette coupe. C'est la coupe détestée d'Erwan, mais pas bon. obligé de la gagner. Ça, c'est le coupe de tournoi police municipale. Organisé par Tony Chaperon. Il gagne tout le temps. Alors, il y aura à la fin les qui suis-je, il y aura les photos floutées, les qui est-ce, mais je vous donne un premier point à gagner. Donc, vous êtes par équipe aujourd'hui. Ouais, comme d'hab, on va défoncer. C'est avant qu'on affiche la photo, donc c'est une compétition de vitesse. Je vous affiche une photo et vous me répondez qui c'est parce qu'il a changé. Parce qu'il a changé ? Il a changé. Oh. Ah, Berchiche. Bonne réponse. C'est Berchiche ça. Et ouais, lourd. Remonte-nous la photo. Radical même. Remonte-nous la photo dans l'autre. Regardez l'autre. Attends, mais Berchiche. Oh là, je suis tombé là-dessus il y a quelques semaines. Ouais, incroyable. Incroyable. Quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit faut que je vous la pose parce que pas facile. Ah ouais, pas facile. Premier point. Cinglé un peu. Ouais, l'air bizarre. Bravo Max. Serial killer. Allez, on démarre comme d'habitude la séquence des qui est avec des photos par rapport au match de l'actu. Lyon PSG dans l'actu. Alors je vous ai sorti des vieilles photos de Lyonnais et de Parisiens. On commence avec l'Olympique Lyonnais 2002. L'Olympique Lyonnais 2002. Wiltord. Alors, vous notez sur votre tablette 4 joueurs. Je peux pas écrire moi. Vas-y, je te fais. On est à deux. Bossez ensemble. Alors, il y a 2 défenseurs, un latéral, un central, un milieu de terrain plutôt relayeur et un attaquant capable de jouer dans l'axe et sur les côtés. Ils sont presque tous internationaux, 3 sur 4. Les carrières, Tu peux répéter les postes ? Alors, un défenseur latéral, un défenseur central, un milieu relayeur et un attaquant plutôt ailier, mais qui peut jouer avancement. Ça c'est bon. C'est bon. L'Olympique Lyonnais 2002. L'Olympique Lyonnais 2002. Oui, bien sûr. Nous, on a Wiltord, Cassapa, Diarra. À ma droite, j'ai Wiltord, Cassapa, Diarra et Abidal. Vous prenez un point. Ah ouais ? Vous prenez un point. À ma gauche, Cassapa, Govou, Diarra, Wiltord, vous prenez 2 points. Pour qui ? Et on remet en jeu Cassapa, Govou, ce sont les bonnes réponses. On remet en jeu un milieu de terrain et un latéral. Un latéral qui était passé notamment par Nantes, transfert de Nantes, latéral droit. Et un milieu de terrain, qui a fait des grands clubs, qui a fait de très grands clubs. Chanley. Qui est aujourd'hui bonne réponse. Jean-Marc. Ah oui, la famille. Jean-Marc, la famille. Les siens ? Non, Chanley Léal. Un défenseur, un milieu de terrain atypique par son côté. Il est différent du monde. Violo. Là, on le voit, Violo. C'est un mec différent, c'est un relayeur. Thiago. Il a joué ailleurs en France, il a joué au Havre, il a joué à Paris. Bien joué. Oui, bien vu. Ouais. Ça fait 3-1. Oh, vous la teuté, mon gars. Ah ouais. Ouvre les yeux, poteau. Ça fait 4-1 même. Les carrières. Ah non, ils ont le chopé. Ça fait 4-1 pour l'équipe de Tom et Max qui démarre très fort. On continue avec l'OL de 2008, un peu plus récent. L'OL de 2008 et ce maillot DDE. L'OL de 2008 qui avait à ce moment-là... on m'a... Tu crois pas que c'est ça ? Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive, je vais voir la régie, j'arrive.
J'ai pas vérifié un floutage. Ah oui, on le voit. Ah oui, t'as raison. Ok. Putain, c'est à l'époque, tout le monde était joué en loto, hein, c'est ouf. C'est qui ça, le grand là? Je suis de retour, les amis. C'est qui ce grand là? Il y a un milieu de terrain. Tu penses? 2 milieux de terrain et un latéral gauche. C'est pas con. Mais non, il joue pas en Nike. Il avait des marques trop bizarres. Alors, je crois pas. Les 2 milieux de terrain défensifs. Oh, c'est chou patate. De 2008. Défensif. Ah, c'est bon. 2008. Ouais. Mais t'as raison. Ah, tu penses, bah oui. T'as raison. Avant qu'il se barre, bien sûr. Si, bien sûr. Bah, c'est bon, vas-y. Il y en a deux. Bon, affiché. Allez, vas-y. Je suis allé voir la régie parce qu'ils n'avaient pas fouté. Carou, Alors, Makoun, Grosso, Diarra, vous prenez 2 points. Ah non. Et Carou de Flandre, Thiago, 0. Donc on a qui là? Alors, on a le de Flandre. vous avez Makoun et Grosso. Vous avez Makoun et Grosso, il vous manque tous le milieu de terrain défensif de cette époque de 2008 de l'Olympique Lyonnais, qui a fait une très belle carrière, qui est international français. Gonalon. Gonalon? Non, on l'a déjà mis. Ah bon? On en a parlé dans cette émission. Il ne joue plus à Lyon, bien sûr. Il est international français. Toulalan. Bah oui, bien sûr. Bravo. Bien joué. Incroyable. 6-2. Incroyable, Toulalan. 6-2, changement de... 6-2. Balle neuve. Dans l'actualité, justement, parlant de Toulalan, Bordeaux, Voilà. 2013. À quoi ressemblaient les Girondins de Bordeaux en 2013? 3 joueurs à trouver. Oh putain, cette équipe en bois. J'arrive même pas à deviner ce qu'ils sont découverts. Je sais pas si c'est ces gens. Alors, il y a un latéral, il y a un attaquant, et il y a un milieu offensif qui peut jouer attaquant. Vous les connaissez bien. Vous les connaissez tous. J'en ai un. Ah merde. Et il n'y a pas de piège. Alors latéral, attaquant. Un latéral qui a valdingué de droite, qui joue toujours sur son côté, mais qui a valdingué dans plusieurs clubs à l'étranger en France. Ça se tente. Un attaquant qui. Nous on a 3 noms. Et les deux joueurs offensifs n'ont plus de carrière aujourd'hui. Ils sont plus en. Ouais, on est pas mal nous. Chalmé, Maurice Belay. Ah non, merde. Maurice Belay, il a une carrière, parle bien de Nico, la famille. Il a plus de carrière, Nico, si tu nous écoutes. Il a signé où? Bah nulle part. Il cherche, il va trouver. On le souhaite. J'ai été un peu vite, vous affichez quoi? Non, on voulait partir sur Kavenaghi, mais je crois que c'est avant, je crois. C'est quoi? Tremoulinas, Kavenaghi. Alors un point pour Tremoulinas. Voilà. Bien. Et nous on a 0. Un point pour Maurice Belay, 7-3. Ah putain, on n'a pas trouvé Maurice Belay, Et l'attaquant de Bordeaux de cette époque-là, il faut le trouver là. Chamac. L'avant-centre. En 2013. Il était passé par l'Angleterre. C'est pas Bellion? Bonne Bélion. Allez, on revient, c'est la rébellion. On poursuit, c'est qui est avec Lyon-Paris. Je vous ai fait Lyon, on a fait Bordeaux. Là, c'est Paris. Paris de 2010. Il jouait en Coupe UEFA à l'époque. Ou déjà Europa League. Coupe UEFA contre Séville. Ils avaient été gagnés ça a changé le PSG quand même, les gars. Ils avaient été gagnés en 2010 à Séville avec un milieu offensif droit, un latéral gauche, un défenseur. Un gardien et un milieu défensif. Regarde, Sako. Le PSG de Néné Erding avec un milieu défensif, un milieu offensif, un gardien et un latéral gauche. Un milieu offensif jeune. Ah non, il était capitaine. Lors de ce match à Séville, une équipe un peu remaniée. Victoire 1-0 à Séville. Non, il n'est plus à Paris, bien sûr. Il n'est plus dans les radars du foot. C'était un jeune. Les pépites dont tu vois que ça ne va pas pépiter longtemps. Le milieu offensif? Milieu offensif. Maurice Arnaud. Ah non. Allez, écrivez 10, 5. Vas-y, on a 3 noms, on va voir. Oh putain. Le décompte. Je sais pas, vas-y. 3 joueurs. Tiennet, bonne réponse. Edel, bonne réponse. Jérémy Clément, 3 points. Ça fait 10-4. Oh putain. Edel, Traoré, Serrara, ça fait 10-5. Ça fait 10-5. Et il vous reste donc à trouver le milieu offensif. Le milieu offensif a un prénom composé. Jean Maurice. Et Jean-Eudes Maurice. Il est lourd. Jean-Eudes Maurice, incroyable, haïtien. Il a 3 prénoms. Ouais. J'allais enchaîner. Elle était catin. Tu sais que lui, c'est quand même un espoir de 28 ans, l'enfoiré. Il y avait le fils de Paul Le Guen dont on parlait en tête. Pour le fils, c'est son mec, gros. Son fils. Les deux sont compatibles. Oh non. J'ai été horrible. Voilà, derrière le chez moi. On attribue les derniers points de ce qui est avec tout joueur qui compte double. Allez. Yes.
PSG 2004. Pas une Coupe équipe de France. l'OM. Et là, Bah non, l'actu, c'est pas l'actu. l'actu cette semaine. Ah, bon, 2004, c'est la famille, ça. PSG 2004, la Coupe de France. Ouais, t'avais raison, Polo. La photo est Oh, pas la super photo, quali. les gars, vous rigolez quoi Ouais, c'est Maillot, on je a oublié le détestais. flash. On a oublié le flash. Attends, mais ça, c'est quoi Alors, ça Il fait quoi, Louboya? Vous avez les deux défenseurs centraux. Il fait la chaise. C'est un Photoshop trône. C'est dur. hein. Oh la Chieur. vache. Attends, c'est C'est celui-là de Coupe de France, ça. Poskovic qui est à côté de Luboya. Alors, vous avez le PSG Ouais, 2004 en carrément. Coupe de France avec les deux défenseurs centraux et le milieu défensif central. Ouais, pas La mal. Sentinelle. Un joueur qui a quitté Paris derrière. Non, c'est après. Vas-y, ça se tente. Ça se tente, ça se tente. Non, Vous les donc, reconnaissez, donc, vous, il y a devant Le l'écran. bœuf là à côté de Letizy. Bah, c'est ça. C'était deux poètes, Ah, hein, si, défense si, regarde centrale. ça, regarde ça. Ah, mais si. Ah, bien vu. Ok, et il y en a combien à trouver 3. Bon, c'est bon, allez, vas-y, envoie. Traoré, Yepes, Mbami, 0. Ouh, il Oh, va pas non. venir. On en a que deux pour le moment. Armand et Pierre Fanfan. Alors, vous prenez 2 points. 10 Oh. à 7. 10 à Oh 7. non. Il reste l'autre défenseur central et le milieu défensif qui a fait carrière ensuite. Non, mais ils en ont déjà deux. Ils en ont deux, t'as dit Pierre Fanfan. Pierre Fanfan et Armand. Non, ils ont 2 points parce que ça compte double. Ouais, c'est Ah, pas- d'accord, ils ont Ah, trouvé ça, qui alors C'est pas Ils Pierre ont Fanfan. Ok. Pierre Fanfan. Ah, Pierre d'accord. Fanfan, un Vous avez milieu Pierre défensif. Fanfan, il reste son compère, poète. Ils ont été le chercher nulle part, il est reparti nulle part du PSG. T'as raison. En 2004 Il a fait rêver les supporters. Edgar parce- Pourri. Bonne réponse. Oh putain, je l'avais, je me disais c'est trop tard. Oh, je suis 19, dégoûté. 19, ils sont de retour dans Ouais, la l'enfoiré. partie. Et le dernier joueur, c'est Toi, le tu me milieu fais pas défensif. confiance. Formé au t'as club, raison. Je crois que il c'était était avant, passé, moi. il a été formé, je crois, aux Servette de Genève. Il est arrivé à Paris. Oh. Et il est parti chez l'ennemi ensuite. Le milieu défensif du PSG de 2004. Ah, si, Lorissana. Lorissana, ouais, bravo, ouais. Lorissana. 12-9. Ah oui, formé au PSG. 12-9, fan plus de de 3 l'OM. points d'écart entre les deux équipes. On finit ce coup, ils ont fini cette émission par les Qui suis-je. Je vous donne des détails sur une carrière, vous me trouvez le joueur. En attendant de montrer sa fiche Wikipédia, je vous explique qui il était. Non, qui il est encore vivant, désolé. J'ai arrêté ma carrière de joueur à l'âge de 40 ans après avoir brillé en compétition internationale, notamment en Coupe du Monde dans les années 90. Chilavert. J'évolue à un poste Chilavert. J'évolue à un poste très exposé, mais ça ne m'a jamais fait peur. J'ai fait partie des meilleurs joueurs du monde pendant plusieurs années. J'ai par la suite entraîné. Michel Prudhomme. Ah ouais. Il est là. Il Ah va le oui, chercher, bah il va oui, le chercher bien avant vu. les. Fait Bien quand même vu, dans bien l'actu. vu. Ouais, Il ouais, va ouais. chercher un peu avant que je donne les Grand, détails. grand gardien. Grand Très dent aussi. beau, Hein. Chico. Mais c'était vraiment, moi, c'est Ah bah mes oui. premières Coupes du Monde 90-94. Mon Dieu, il m'a régalé. Il a été exceptionnel en effet. Et avant de donner les détails, tu as été chercher la réponse. Bravo. Il égalise car toute bonne réponse vaut 3 points. Et voilà. Dans ces qui suit donc 12 partout Bravo, bravo. entre les deux équipes. Excellent. Après un parcours en France, en Grèce, en Angleterre, je m'amuse désormais sur les terrains au pays du kebab, la Turquie bien sûr. J'ai 6 frères et 4 sœurs, ça fait une très belle famille. On est donc 11, on peut faire une équipe de foot. Eux n'ont pas été finalistes de la CAN en 2008. Moi oui. J'ai gagné la Coupe Intertoto avec un club français, un championnat grec, une coupe en Grèce. J'ai désormais 34 ans officiellement. J'ai connu la Ligue des Champions avec mon premier club pro en France. Je suis resté, Adebayor. Adebayor, c'est ce que je suis j'allais resté dire, ouais. 6 ans là-bas. Makoun. Makoun. Jean de Makoun. Ah. Oh ouais, bravo, bien Putain, il sort joué. 2 fois dans le quiz, Jean Ah deux. bravo, Jean Bien 2. joué, Makoun. C'est ça, En fait, on Makoun. s'est trompé. Je voulais Keita tout à l'heure et ils ont flouté Makoun et ils Ah ont ouais. bien fait parce que Bah c'était ouais. dur à trouver. aussi. D'accord. Bravo. Bah, c'est plus simple à flouter Takoun que. La dernière question, on vient de me dire dans l'oreillette, Sully me le dit, c'est 4 points. Parce qu'il faut vous départager. Eh oui. Il y a 15 à 12 et donc elle vaut 4 points. Ça vient de tomber, maître Nedjar vient de le dire. J'ai 48 ans et j'étais une figure du championnat de France. Je suis grand, mais j'étais rapide. Eh oui, ça peut arriver. Ça ne veut pas tomber dessus, mais ça peut arriver. Défenseur latéral, 3 fois champion de France, vainqueur de la Coupe Intertoto, de la Coupe de la Ligue. J'ai connu 5 clubs différents, tous en France. Je coach désormais. Je coach la réserve de Valenciennes. Alors que j'étais l'adjoint de mon pote Jean-Guy Valem à C'est pas Lens. Christophe Delmotte. Bon, Elle est ici la coupe. Voilà. Bravo, Christophe Delmotte, bravo. Allez, si, bravo. C'est Valenciennes. Bravo, Christophe. Eh, Tony Chaperon, tu la rendras pas. En tout cas, merci à tous, merci à la famille First Team d'avoir été là. Si ça vous a plu, comme d'habitude, likez, partagez, faites vivre la chaîne First Team. Merci à Tom, Apollo pour l'édition en régie, à Sully à la réalisation. La classe foot, ça revient la semaine prochaine. Les matinales chaque jour. Tout à fait. Le NBA First Talk lundi, le First Day Show jeudi. Comme d'habitude, toute l'équipe est là avec vous pour vous répondre, faire vivre tout ça sur les réseaux sociaux. Merci Tout va bien, Thibaut. les amis? Impeccable. Super. Belle Bon reprise. week-end. Bon Ravi. week-end. Allez, l'OM.